Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Secrets d'Histoire. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'un des plus grands récits de tous les temps. Une épopée qui a fasciné des générations de lecteurs, d'artistes et d'historiens. Je veux bien sûr parler de l'Odyssée. Attribuée au poète grec Homère, cette œuvre monumentale nous raconte le retour mouvementé d'un héros chez lui. Ce héros, c'est le roi Ulysse, le souverain de la petite île d'Ithaque. Après avoir combattu pendant 10 longues années lors de la fameuse guerre de Troie, il aspire à retrouver sa femme, la fidèle Pénélope, et son fils, Télémaque. Mais le destin, ou plutôt les dieux, en ont décidé autrement. Son voyage de retour ne devait prendre que quelques semaines. Il durera finalement 10 années supplémentaires. Une décennie d'épreuves, de rencontres extraordinaires et de dangers mortels. Ulysse, roi rusé et courageux, devra affronter des créatures terrifiantes. Pensez au cyclope Polyphème, ce géant à l'œil unique. Imaginez les sirènes, dont le chant envoûtant mène les marins à leur perte. Il naviguera entre Charybde et Scylla, deux monstres marins redoutables qui gardent un détroit périlleux. Chaque étape de son périple est une aventure en soi, une leçon de courage et de persévérance face à l'adversité. Mais l'Odyssée n'est pas seulement un récit d'aventure maritime, c'est aussi une histoire profondément humaine. Elle nous parle de la nostalgie du foyer, de la loyauté et de la ruse comme outil de survie. Ulysse n'est pas un demi-dieu invincible comme Hercule. C'est un homme avec ses faiblesses et ses doutes, qui ne triomphe que par son intelligence et sa volonté de faire. Pendant ce temps, à Ithaque, sa femme Pénélope doit faire face à des prétendants arrogants qui veulent s'emparer du trône et de sa main. Elle devient elle-même une héroïne de la patience et de la fidélité. Alors, que devons-nous penser de ce récit extraordinaire ? Est-ce une pure fiction ? Une invention poétique géniale conçue pour divertir et éduquer les Grecs de l'Antiquité ? Ou bien, derrière les mythes et les légendes, se cache-t-il un fond de vérité historique ? Pour explorer cette question fascinante, j'ai convié deux passionnés aux avis bien tranchés. D'un côté, nous avons Éléonore, une spécialiste de la littérature antique. Pour elle, l'Odyssée est avant tout un chef-d'œuvre poétique. Un mythe fondateur dont le but est de transmettre des valeurs morales et d'expliquer le monde tel que les Grecs le percevaient. Elle voit dans chaque aventure une allégorie, une métaphore sur la condition humaine. Les monstres, les dieux, les épreuves, tout cela ne serait que le fruit de l'imagination fertile d'Homère ou des poètes qui l'ont précédé, pour illustrer des concepts universels comme la tentation, le courage ou la peur de l'inconnu. De l'autre côté, voici Victor, un historien et archéologue amateur. Il est persuadé du contraire. Pour lui, l'Odyssée n'est pas sortie de nulle part. Elle puise ses racines dans des événements et des personnages bien réels de l'âge du bronze. Il pense qu'Ulysse a véritablement existé, qu'il était l'un de ces rois mycéniens dont on a retrouvé les palais et les tombes. Selon Victor, le poème d'Homère serait une sorte de chronique historique, certes embellie et déformée par des siècles de tradition orale, mais reposant sur un socle de faits authentiques. Le voyage d'Ulysse serait la mémoire d'anciennes routes commerciales et d'exploration maritime. Le débat est donc posé. D'un côté, le mythe littéraire, une construction symbolique et universelle. De l'autre, le récit historique, la mémoire transformée d'un passé lointain. Comment trancher ? Les arguments de chacun sont solides et méritent d'être entendus. Merci Stéphane. Pour moi, il est essentiel de comprendre la nature même de l'Odyssée. Ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un poème épique. Sa fonction première dans la Grèce antique n'était pas de rapporter des faits, mais d'éduquer et de forger une identité culturelle commune. Chaque épisode est une leçon de vie. Prenez l'épisode des lotophages, ce peuple qui se nourrit de lotus, une fleur qui fait oublier le désir du retour. N'est-ce pas une magnifique métaphore de la tentation de l'oubli, de l'envie d'abandonner une quête difficile pour une vie de plaisir facile et sans mémoire ? Considérons ensuite les sirènes. Ces créatures aux chants mortels représentent la promesse d'un savoir absolu, d'une connaissance interdite qui mène à la destruction. Ulysse, en se faisant attacher au mât de son navire pour écouter leurs chants sans y succomber, incarne le désir humain de connaissance, mais aussi la nécessité de la prudence et de la maîtrise de soi. De même, l'affrontement avec le cyclope Polyphème est riche de sens. Ce géant barbare, qui ne respecte ni les dieux ni les lois de l'hospitalité, représente l'exact opposé de la civilisation grecque. Ulysse le vainc, non par la force brute, mais par la ruse, par l'astuce. En disant s'appeler personne, il utilise le pouvoir du langage pour tromper son ennemi. L'Odyssée est ainsi un miroir tendu aux Grecs, leur montrant les valeurs qui fondent leur civilisation,
l'intelligence, la piété, l'hospitalité, par opposition au chaos du monde barbare et monstrueux. Finalement, l'Odyssée est un voyage intérieur autant qu'un périple maritime. Ulysse n'affronte pas seulement des monstres extérieurs, il affronte ses propres démons, ses propres désirs, sa propre mortalité. Son retour à Ithaque est le symbole de la quête de soi, du retour à son identité profonde après s'être perdu dans les épreuves de la vie. Vouloir à tout prix coller des lieux réels et des faits historiques sur ce canevas symbolique, c'est, à mon sens, réduire la portée universelle de ce chef-d'œuvre. Éléonore, votre vision est poétique, mais elle me semble déconnectée de la réalité de l'époque. Les poètes anciens ne créaient pas dans le vide. L'Odyssée, comme l'Iliade, est un écho lointain de l'âge du bronze mycénien, une période fascinante autour de 1200 avant notre ère. C'était l'époque de puissants rois guerriers, de citadelles fortifiées comme Mycènes ou Pylos, et d'un commerce maritime intense en Méditerranée. Le poème lui-même est truffé de détails qui semblent authentiques. Homère décrit des armes, comme le casque en défense de sanglier, ou des objets, comme la coupe de Nestor, dont les archéologues ont trouvé des exemplaires exacts dans des tombes mycéniennes. Ces objets n'existaient plus à l'époque où le poème a été mis par écrit, vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Comment le poète aurait-il pu les inventer avec une telle précision? C'est la preuve qu'il s'appuie sur une tradition orale très ancienne et fidèle, qui a conservé la mémoire matérielle de cette époque révolue. C'est un véritable trésor pour l'historien. De plus, la géographie décrite par Homère, bien que parfois fantastique, contient des éléments étonnamment précis. Il décrit Ithaque, l'île d'Ulysse, avec des détails topographiques, un port, une montagne, la proximité d'autres îles comme Doulichion, Samé et Zante. Des chercheurs, comme le britannique Robert Bittlestone, ont passé des années à comparer le texte d'Homère avec la géographie réelle des îles ioniennes. Ils ont émis des hypothèses fascinantes, suggérant par exemple que l'Ithaque d'Homère pourrait correspondre non pas à l'île moderne d'Ithaque, mais à la péninsule de Paliki sur l'île voisine de Céphalonie, qui aurait pu être une île séparée dans l'Antiquité. Il ne s'agit pas de nier la dimension poétique, Éléonore. Bien sûr qu'Homère a embelli, dramatisé, transformé la réalité, mais il n'a pas tout inventé. Il a agi comme un grand réalisateur de cinéma aujourd'hui, qui s'empare d'un fait historique pour en faire une œuvre spectaculaire. Il a pris un personnage réel, un roi navigateur de l'âge du bronze, et a brodé autour de ses exploits, réels ou supposés, pour créer une épopée inoubliable. L'Odyssée serait donc le souvenir magnifié d'un véritable âge des héros, une histoire devenue légende, puis mythe. Dire que tout est symbole, c'est ignorer ses indices concrets. Victor ne nie pas la dimension symbolique, mais il pense qu'elle vient se greffer sur des phénomènes réels. Les anciens navigateurs étaient confrontés à des dangers qu'ils ne pouvaient pas expliquer scientifiquement. Que faire face à un tourbillon marin géant, comme celui du détroit de Messine, entre la Sicile et l'Italie? Ils l'ont personnifié. Ils en ont fait un monstre, Charybde, qui avale la mer 3 fois par jour. Le mythe est une façon de cartographier le danger. De même, les dieux sont une manière de nommer des événements naturels ou des coups du sort. Une tempête soudaine et violente qui détruit une flotte, c'est la colère de Poséidon. Un vent favorable qui pousse le navire au bon moment, c'est le souffle d'Éole. Une idée lumineuse qui permet de sortir d'une situation désespérée, c'est une inspiration insufflée par Athéna. Les dieux d'Homère ne sont pas seulement des concepts philosophiques, ils sont l'explication la plus rationnelle que des hommes de l'âge du bronze pouvaient donner à des phénomènes aléatoires et puissants qui décidaient de leur vie ou de leur mort. Prenons l'exemple de l'île d'Éole, le maître des vents. Certains chercheurs l'ont identifié à l'une des îles éoliennes, au nord de la Sicile, comme Stromboli. C'est une région volcanique où les vents sont notoirement capricieux et imprévisibles, changeant de direction sans crier gare. Le mythe d'un dieu qui enferme les vents dans une outre pour les libérer à sa guise est une façon poétique et mémorable de décrire ce phénomène météorologique très réel et très dangereux pour la navigation à voile. C'est une connaissance empirique transformée en conte. En fin de compte, Victor croit qu'il faut inverser la perspective d'Éléonore. Ce n'est pas le poète qui invente des lieux pour illustrer des symboles. C'est le voyageur qui, face à des lieux et des phénomènes réels et terrifiants, leur a donné des noms de monstres et de dieux pour les comprendre, les mémoriser et transmettre le danger aux autres navigateurs. L'Odyssée serait alors le plus ancien guide de navigation de la Méditerranée, un guide où les dangers ne sont pas indiqués par des icônes sur une carte, mais par des histoires de monstres et de dieux en colère. La poésie serait au service du réel, et non l'inverse. Ce débat nous amène naturellement sur le terrain de la science.
Victor a mentionné les archéologues. Que nous apprend concrètement l'archéologie sur l'Odyssée? Victor affirme que l'archéologie est notre meilleur allié pour tenter de démêler le vrai du faux. Comme il l'a dit, elle a prouvé l'existence d'une grande civilisation mycénienne à l'époque supposée de la guerre de Troie. On a retrouvé des palais, des armes, des tablettes administratives en écriture linéaire B. Sur ces tablettes, on a déchiffré des noms de dieux qui sont les mêmes que ceux d'Homère: Zeus, Héra, Poséidon. Plus précisément sur l'Odyssée, la quête se concentre sur Ithaque, où se trouvait le palais d'Ulysse. Pendant des décennies, les archéologues ont fouillé l'île moderne d'Ithaque. Ils ont trouvé des sites mycéniens, mais rien qui ne corresponde à la description grandiose du palais d'Ulysse. Cependant, dans les années 2010, des archéologues grecs ont mis au jour sur le site d'Agios Athanasios, sur Ithaque, les restes d'un complexe palatial à 3 niveaux datant du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, soit l'époque d'Ulysse. Il y avait des escaliers taillés dans le roc, des restes de poterie, et même une fontaine, qui pourrait correspondre à celle décrite par Homère. Cette découverte a fait grand bruit. Bien sûr, rien ne prouve qu'il s'agit bien du palais d'Ulysse. On n'a pas trouvé d'inscription disant « Bienvenue chez Ulysse et Pénélope », mais la concordance des dates, du lieu et de certains éléments architecturaux est frappante. Cela montre que le type de royaume, décrit par Homère, une petite royauté insulaire avec un palais dominant la mer, a bel et bien existé dans cette région à cette période. L'archéologie ne prouve pas l'Odyssée, mais elle prouve que le monde décrit dans l'Odyssée n'est pas une pure fiction. Le travail des archéologues est un travail de patience, une enquête minutieuse. Ils comparent les objets trouvés avec les descriptions d'Homère. Par exemple, la fameuse coupe en argent et en or d'Ulysse. On cherche aussi des traces d'échanges commerciaux qui correspondraient aux étapes du voyage. Chaque tesson de poterie, chaque fondation de mur est une pièce du puzzle. L'archéologie ne nous donnera peut-être jamais la preuve définitive de l'existence d'Ulysse, mais elle nous rapproche de son monde. Elle nous permet de toucher du doigt la réalité matérielle qui a pu inspirer le poète. Éléonore trouve que c'est une découverte passionnante, et elle salue le travail des archéologues. Mais il faut rester prudent. Corrélation n'est pas causalité. Le fait de trouver un palais mycénien sur Ithaque prouve qu'Ithaque était habité par des gens importants à l'âge du bronze. Cela ne prouve en rien que son roi s'appelait Ulysse et qu'il a vécu les aventures de l'Odyssée. Homère, ou la tradition orale avant lui, a pu simplement situer son histoire dans un cadre réaliste et connu de son auditoire, en utilisant le nom d'une île bien réelle pour donner plus de poids à son récit. C'est une technique littéraire courante. D'ailleurs, l'archéologie elle-même nous pose des problèmes. Comme Victor l'a mentionné, la description d'Ithaque par Homère ne correspond pas parfaitement à l'île actuelle. Il la décrit comme basse sur l'eau et la plus à l'ouest, ce qui n'est pas le cas. C'est ce qui a conduit certains à chercher Ithaque ailleurs, en Céphalonie. Cela montre bien que si l'on essaie de faire coïncider le poème et la réalité à tout prix, on se heurte à des contradictions insolubles. Le poète prend des libertés avec la géographie, parce que son but n'est pas d'être un cartographe. La science nous aide à comprendre le contexte, mais elle ne peut pas valider le contenu narratif du mythe. L'analyse des textes, par exemple, a montré que l'Odyssée est probablement le fruit d'une longue évolution, avec des ajouts et des remaniements successifs. C'est un patchwork de récits plus anciens, de contes populaires méditerranéens, de thèmes folkloriques que l'on retrouve dans d'autres cultures. Isoler une vérité historique unique dans cet enchevêtrement de traditions est une tâche quasiment impossible, et peut-être même sans intérêt. En fin de compte, la science et l'archéologie nous offrent un décor, une scène de théâtre. Elles nous montrent à quoi ressemblait le monde mycénien. Mais elles ne nous disent rien sur la pièce qui s'y est jouée. L'Odyssée est cette pièce. Vouloir prouver qu'elle est vraie au sens factuel, c'est un peu comme vouloir prouver que Hamlet a vraiment existé en fouillant le château d'Elseneur. Le plus important n'est pas de savoir si un prince danois a vraiment parlé à un fantôme, mais de comprendre ce que cette histoire nous dit sur le deuil, la vengeance et la folie. Nous arrivons au terme de ce débat passionnant. Alors, l'Odyssée, mythe ou histoire? La réponse, vous l'aurez compris, n'est pas simple. Le génie d'Homère est peut-être d'avoir créé une œuvre si riche qu'elle peut être lue et interprétée à différents niveaux. Comme nous l'a montré Éléonore, c'est une allégorie sublime sur la condition humaine, un voyage intérieur dont les leçons de courage, de ruse et de fidélité résonnent encore en nous, aujourd'hui. Mais comme l'a si bien défendu Victor, l'Odyssée n'est pas non plus une pure fantaisie déconnectée du sol. Elle est ancrée dans un passé lointain mais tangible, celui de l'âge du bronze.
Elle porte en elle la mémoire déformée de véritables explorations maritimes, de dangers réels, de lieux et de coutumes qui ont existé. Elle est peut-être le plus illustre exemple d'une histoire qui, transmise de bouche à oreille pendant des siècles, s'est peu à peu transformée en légende, puis en un mythe fondateur pour toute une civilisation. Elle est un pont jeté entre le monde des historiens et celui des poètes. Finalement, la question n'est peut-être pas de savoir s'il faut choisir entre le mythe et l'histoire. L'un n'exclut pas l'autre. L'Odyssée est peut-être les deux à la fois. Un récit historique dans son noyau et un mythe dans son enveloppe. Une perle de vérité enrobée dans des couches de nacre poétique. Les chercheurs continueront de fouiller le sol de Grèce pour trouver le palais d'Ulysse, et les lecteurs du monde entier continueront de voyager avec lui sur les mers de l'imaginaire pour trouver un peu d'eux-mêmes. La frontière entre le souvenir et l'invention, entre le fait et le symbole, est-elle vraiment si claire ? L'Odyssée nous enseigne que non. Elle nous rappelle que toute histoire humaine est une reconstruction, une interprétation. Et c'est sans doute là que réside son plus grand secret, sa magie intemporelle. Elle n'est pas seulement l'histoire d'un roi grec rentrant chez lui il y a 3000 ans. Elle est l'histoire de chacun de nous, cherchant notre propre Ithaque à travers les tempêtes de la vie. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouveaux secrets d'histoire.